Monsieur Jean Jouzel, bonjour. Bonjour. Vous faites partie du GIEC. Oui. Qu'est-ce que c'est le GIEC? Donc le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Ça se met en place en 1988 parce que disons à partir des années 70, la communauté scientifique vraiment dit très clairement que le réchauffement climatique risque de se mettre en place à cause des activités humaines. Et la communauté scientifique est suffisamment convaincante et donc les décideurs politiques décident de mettre en place un groupe de travail. Généralement, les groupes de travail ne durent pas très longtemps, les rapports n'intéressent que peu les gens, mais là ce n'est pas ce qui est arrivé parce qu'on fait face à un vrai problème et ce groupe de travail en est à son 5e rapport. Tous les pays de la planète y participent et bien sûr ces rapports, les rapports du GIEC ont un écho important, en tout cas pour tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de notre planète. Alors notre rôle, enfin moi-même j'ai participé aux 4 derniers rapports, aux quatre derniers rapports. Je suis actuellement membre du bureau, vice-président du groupe scientifique, parce que dans le GIEC il y a en fait 3 groupes, qui s'occupent des aspects scientifiques du changement climatique. Plus haut ? Un peu plus fort. Oui, c'est ça. Un qui s'occupe des changements, des aspects scientifiques du changement climatique, l'autre plus sur les conséquences du réchauffement climatique, et puis l'adaptation, comment on s'y adapte, et puis le 3e groupe, les solutions à mettre en œuvre. Donc, ce GIEC se met en place. Alors, il faut bien voir que la mission, ce n'est pas du tout de faire des recommandations vis-à-vis des décideurs politiques, mais vraiment de faire un diagnostic, c'est-à-dire de donner finalement aux décideurs politiques, et cela on les retrouve dans la Convention Climat, cette Convention Climat qui va se réunir pour la 21e fois à Paris cette année. C'est là où les négociateurs du climat se retrouvent, mais notre rôle c'est de leur fournir les éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Alors vous me faites rebondir, excusez-moi je vous coupe, mais 21e fois, 21e COP, est-ce qu'on n'a pas l'impression de pédaler un peu dans ce moule là? Parce que finalement, les catastrophes sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus importantes. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas l'impression des fois de travailler un petit peu dans le vide? Est-ce que vous êtes indépendant dans vos décisions? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont capables aujourd'hui de prendre ces décisions? Oui, enfin, nous sommes indépendants on ne prend pas de décision, on fait un diagnostic. Effectivement, je crois que la communauté scientifique est tout à fait indépendante. Évidemment, on n'est pas toujours d'accord entre nous, mais disons, quand on arrive dans ces rapports à des conclusions claires comme le fait que le réchauffement climatique est sans équivoque, qu'il est déjà lié aux activités humaines. Donc ça, c'est notre rôle de dire ça. Nous le disons en toute indépendance, nous nous appuyons sur des articles scientifiques qui sont publiés généralement, bien disons en tout cas sur vraiment l'état le plus récent des connaissances, mais disons alors d'une certaine façon nous avons l'impression d'être écoutés par les politiques, puisque les politiques, disons que le cœur de la Convention climat actuellement, c'est cette adhésion de tous les pays à un objectif, de prendre des mesures, que des mesures soient prises pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Ça, c'est au cœur de l'accord de Paris, de l'objectif 2 degrés. Et cet objectif, s'appuie réellement sur les conclusions du rapport du GIEC. Donc on ne peut pas dire que les décideurs politiques ne prennent pas en compte les rapports du GIEC. Ils les prennent en compte, mais ils les prennent en compte dans leur dans leur déclaration. Mais la difficulté, ce n'est pas tellement... donc, personnellement, j'adhère tout à fait à cet objectif de prendre des mesures pour rester en dessous de 2 degrés. Mais disons que là où c'est difficile, c'est entre ces déclarations, ces objectifs et le passage à l'action. C'est bien ça. Donc, je veux dire, la communauté scientifique, on a l'impression d'avoir joué notre rôle, c'est-à-dire que les décideurs politiques ont inscrit à leur agenda cet objectif 2 degrés avec lequel, disons, je suis tout à fait en phase, je dirais. Même certains pensent qu'il faudrait encore faire mieux, 1,5 degré par rapport au pré-industriel. Mais, et c'est quand même pas du ressort des scientifiques, c'est du ressort de chacun d'entre nous, ce sont des vraies décisions politiques. Cette année, on a l'impression que... Excuse-moi, je vous coupe encore. Allez-y. Cette année, on a l'impression que Obama
peut-être aussi pour des questions, on va dire, parce qu'il sent qu'il est un petit peu sur la sellette politiquement. Il s'est investi là-dedans, sa femme a un jardin bio, etc. Enfin, tout ça, c'est du cinéma. Mais est-ce que si l'Amérique prend conscience de ça, parce que malgré tout, ils avaient refusé de signer les accords de Kyoto, et ils ont eu après le Katrina qui les a un petit peu fait changer d'avis, est-ce que cette année, si les Américains tapent du poing sur la table, la Californie est en feu depuis des mois, et ils se rendent bien compte de tout ce que ça génère comme problème, est-ce qu'ils vont être plus efficaces? Donc oui, les États-Unis peuvent jouer. Il y a deux pays qui peuvent jouer un grand rôle, les deux pays les plus émetteurs, la Chine et les États-Unis. L'Europe vient en troisième. Donc il est très important, si on veut vraiment lutter contre le réchauffement climatique, que ces pays prennent des décisions. Pour le moment, ils ont apporté des contributions, mais qui sont quand même, quoi qu'en dise le président Obama, insuffisantes par rapport à l'objectif de 2 degrés. Donc il faut faire mieux que ce qu'ils ont mis sur la table actuellement. Donc d'une certaine façon, c'est bien que les États-Unis s'engagent, mais il faudrait qu'ils s'engagent de façon plus ambitieuse qu'ils ne le font actuellement, de même pour la Chine, je crois. Alors il me reste une question à vous poser. Est-ce que vous pensez honnêtement que les Chinois, qui sont les pilleurs de matières premières du monde entier, vont s'investir là-dedans, sachant que leur survie en dépend? Oui, je crois qu'ils s'investissent et qu'ils vont s'investir. Pourquoi? Parce que par exemple, une des voies de sortie de cette crise climatique, c'est de changer complètement de système énergétique. Donc même si il est exact que par exemple la Chine est le premier pays émetteur de CO2 actuellement et consommateur de charbon, ils s'intéressent également beaucoup aux renouvelables parce qu'ils y voient aussi d'énormes potentialités du point de vue économique. Ils ont aussi ce problème de pollution, donc pour des raisons de pollution locale, ils ne peuvent pas continuer à utiliser le charbon comme ils le font. Donc ils vont faire quelque chose, mais là aussi, est-ce que ça sera suffisant? Ce qu'il faudrait vraiment, c'est qu'il y ait de véritables révolutions technologiques qui permettent aux énergies renouvelables de devenir moins chères, compétitives par rapport aux énergies fossiles. Mais on voit bien que ces énergies fossiles, leur coût a été diminué par 2 au cours des 4-5 dernières années, et ce n'est pas très favorable à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce qu'il faut, c'est vraiment des développements en énergie renouvelable, un changement de mode de développement. Disons, cette société bas carbone, il faut qu'elle se mette en place très rapidement. La Chine peut y participer certainement parce qu'il y a aussi, disons, à la clé un développement économique très important. Écoutez, M. Jean Louzel, je vous remercie beaucoup de cette intervention, c'est très gentil à vous et bon courage parce que je pense que vous en aurez dans les prochaines années et j'espère que la COP21 répondra à tous vos espoirs. Merci beaucoup, merci à tous. 2012, c'est les... Merci.